bienvenue sur cette nouvelle présentation de la construction de mes portefeuilles et de l'évolution de ceux-ci. Alors cette semaine on va passer rapidement sur la revue de portefeuille parce qu'en une semaine il ne s'est pas passé grand chose. Donc sur la stratégie QVM, la stratégie principale, j'ai toujours mes 3 lignes ouvertes, dont la dernière qui est Visa, qui n'a pas fait grand chose depuis une semaine. Concernant les 2 ETF, bon ben ça progresse gentiment, rien à dire de ce côté là. Donc je continue à chercher des actions pour développer ce portefeuille et aujourd'hui je vais vous montrer ma manière de procéder et je vais chercher une action dans le secteur technologique, plutôt une action américaine puisque les Américains sont très performants dans le domaine de la technologie et offrent des possibilités de croissance exponentielle sur les entreprises les plus prometteuses. Donc voici pour ce premier portefeuille. Le second portefeuille, retraite, donc basée sur une stratégie de dividende. Bon, comme je veux plutôt orienter ce portefeuille vers des titres européens, pour l'instant je ne fais rien parce que il y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui me séduit. En plus le contexte politique n'aide pas. Donc pour le moment j'en reste là. En ce qui concerne Porsche, après une grosse baisse au mois de juin, elle reprend petit à petit tout doucement des couleurs. Donc il n'est pas improbable que je renforce ma position de manière définitive et que je la garde sur le long terme pour son dividende généreux. D'autant plus que si je renforce maintenant à un prix qui est très largement en dessous de sa valeur intrinsèque, j'y reviendrai au cours d'une vidéo, avec un dividende qui augmente, ça pourrait donner un rendement extrêmement intéressant. En ce qui concerne ma stratégie nucléaire, alors là c'est un petit peu plus mitigé, les titres en direct ont pas mal baissé. Heureusement je suis protégé par les options, en tout cas partiellement, et bon, de toute façon voilà, j'ai une stratégie long terme là-dessus, donc je suis pas inquiet. Je suis toujours à la recherche d'une entreprise qui propose des centrales nucléaires, donc fabrication et exploitation de centrales nucléaires. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la perle rare. C'est des industries qui sont très lourdes, avec des entreprises qui sont très compliquées à analyser. Et bien souvent, c'est des entreprises qui ne font pas que ça. Donc, dans mon analyse, il faut aussi que j'intègre les activités connexes et c'est pas évident. Mais là encore une fois, je suis pas pressé, je prends mon temps. On verra si je trouve une opportunité. Ensuite, concernant la stratégie d'option, donc là c'est un petit peu le plus c'est même carrément le plus compliqué. Pour le moment, je suis pas satisfait. Heureusement, le money management fait que je ne perds pas beaucoup. Encore une fois, j'avais misé 3100 euros sur ce portefeuille. J'enregistre une baisse d'un petit peu plus de 70 euros. Donc, on verra comment les choses évoluent. Mais si j'arrive pas à générer des plus-values de manière plus importante, il est fort probable que j'arrête cette stratégie. On verra ça d'ici la fin de l'année. Enfin, dernière stratégie, Rotax. Elle est un petit peu plus satisfaisante globalement. Au bout d'un mois d'exploitation, je suis rendu à 90 euros de plus-value, ce qui fait à peu près 5% d'un mois, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai effectué une petite rotation en début de semaine, j'en parlerai plus tard, rien de significatif parce qu'encore une fois les allocations sont assez minimes, le capital investi au global est de 1500 euros et grosso modo il y a plus ou moins 100 euros d'investis sur chaque ligne, pas grand chose à dire sur ce portefeuille, sa valorisation étant relativement faible, mais j'espère qu'il me permettra de dynamiser l'ensemble. Donc revenons à la stratégie QVM et on va chercher aujourd'hui une entreprise orientée technologie, plutôt aux États-Unis, parce que j'estime, peut-être que je me trompe, que ça reste quand même les plus forts et les plus dynamiques dans le domaine. Donc je vais vous montrer comment je cherche et comment je sélectionne les entreprises avant d'investir dessus. Donc on va se mettre sur le navigateur et donc là j'ai ouvert les différents outils que j'utilise. Donc mon outil principal est le Value Investing Screener, qui est un logiciel qui s'utilise sous abonnement. Vous trouverez, si ça vous intéresse, un lien d'affiliation sous cette vidéo. C'est un outil qui est extrêmement puissant et qui permet de sélectionner les meilleures entreprises en fonction de certains critères. Donc ici, vous avez un système de filtre. Donc c'est un screener, hein, et vous avez plusieurs thématiques abordées telles que la valorisation, la croissance, la profitabilité, le bilan, le management, les dividendes reversés et des scores globaux. Donc chaque thématique contient plusieurs ratios et à vous de fixer le montant du ratio qui vous semble le plus pertinent dans votre recherche. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différents ratios proposés, ils sont très nombreux à chaque fois et je ne pense pas que ce soit pertinent de vous les présenter un par un. Par contre, ce que je ferai, c'est qu'à chaque fois que j'utiliserai l'outil, j'essaierai de vous présenter des ratios différents pour être le plus complet possible. Alors c'est un outil qui est payant en une fois, c'est pas un outil vendu sous forme d'abonnement, c'est ce qui le rend finalement très intéressant. Et encore une fois, vous allez voir comment moi je l'utilise, et si ça vous intéresse, vous retrouverez un lien d'affiliation sous cette vidéo. Pour aujourd'hui, ce que je vais utiliser, c'est
la valorisation par les scores, parce que finalement ça résume bien les autres thématiques. C'est beaucoup plus générique et de ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, ça permet de sélectionner des entreprises avec des quantitatifs assez intéressants. Ça résume bien la santé, la performance globale d'une entreprise. Donc vous avez un score qui est propre au logiciel qui a été appelé le V-Score. Et si on regarde un petit peu le petit indicateur ici, c'est un score qui permet d'évaluer la solidité financière de l'entreprise. Et en fait, pour avoir un bon score, il faut qu'il soit mesuré entre 10 et 13. Donc on va appliquer les recommandations. On va mettre 10 ici et 13 ici. Ensuite, on a le Piotrowski Score. Donc Piotrowski qui est un éminent économiste et analyste financier. Ici, c'est un score qui permet d'évaluer la solidité financière d'une entreprise et ça nous indique qu'un bon score doit se situer entre 6 et 9. Donc on va appliquer bêtement la recommandation. On va mettre 6 ici et 9 ici. Ensuite, on a le Beneish Score. Alors celui-ci détermine la fiabilité des documents comptables fournis par les entreprises. Donc il nous indique que le score doit être inférieur à moins 1,78, ce qui garantirait que les comptes de l'entreprise sont sincères et qui ne sont pas manipulés. Donc on va mettre moins 1,78. Ensuite, le Hatman Score, alors c'est un score qui permet de détecter les risques de faillite d'une entreprise. Pour limiter ces risques, il faut que le score soit supérieur à 3. Et enfin le Sloan Ratio, qui permet d'évaluer la situation financière d'une entreprise en termes de charges à payer. Pour être en zone sûre, le Sloan Ratio doit être entre moins 10 et 10%. Donc là, on a les scores optimisés de chacun des ratios. Et je vais lancer une recherche. Alors avant de continuer, vous pourriez me dire oui mais tu pourrais affiner tes ratios avec les autres thématiques. Le problème c'est que si je fais ça, je vais me retrouver avec des ratios tellement restrictifs que le logiciel ne va me montrer aucune entreprise parce que bah, forcément je vais sélectionner les ratios les plus optimisés possibles et qui devraient me garantir d'obtenir les entreprises les plus qualitatives possibles. Et le problème, c'est que l'entreprise parfaite n'existant pas, bah, si je fais ça, si j'utilise les différents ratios de manière optimisée, bah, le logiciel ne va rien me proposer. Donc je me contente de ça, vous verrez, c'est largement suffisant et je vais avoir quelques propositions intéressantes. Donc je lance la recherche. Donc là, j'ai 426 entreprises, ce qui est pas mal, mais moi je vous ai dit qu'aujourd'hui, je cherchais une entreprise plutôt américaine, plutôt dans le secteur de la technologie. Donc le logiciel, il me propose 5 entreprises, dont 3 notées avec 5 étoiles, 2 avec 4 étoiles, et j'ai une mid caps et une large caps. IT Run Location and Control. Alors, d'après ce que je comprends, c'est une entreprise qui propose des produits, enfin, ce sont des trackers en fait, pour repérer les véhicules volés. Ce sont des produits qui ont un lien avec l'industrie automobile, qui sont vendus chez les professionnels de l'automobile et en fait qui sont disposés dans les véhicules lorsque le véhicule est déclaré volé. Il y a tout un système de suivi qui se met en place pour récupérer le véhicule. C'est une small caps dont la valorisation est estimée à un petit peu moins de 500 millions de dollars. Si on regarde un petit peu son tableau de bord, c'est une entreprise qui gagne de l'argent, c'est une entreprise qui est en croissance, qui a un très bon bilan. Apparemment, elle verse un petit peu de dividendes, elle a un très bon management et sa valorisation serait correcte. Par rapport au score que j'ai sélectionné, bah, elle est plutôt très bien notée. Hein. Bah, forcément, j'ai demandé que des entreprises qui rentraient dans les clous, donc c'est normal que je me retrouve avec les curseurs dans le vert. Au niveau de l'évolution du titre, après une grosse baisse en 2020, bon bah 2020 c'est l'année du Covid, hein, donc toutes les entreprises ont plus ou moins baissé. On constate que finalement il y a une reprise en 2021, mais finalement ça n'a pas trop bougé depuis cette époque-là. Le titre stagne un petit peu malheureusement. À long terme, on a même une tendance baissière si on va chercher la valorisation avant 2020. Donc on voit que ça a baissé. Si on regarde à plus long terme, on voit que le titre est quand même relativement stable sur le très long terme. Donc a priori comme ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse puisqu'on a quand même une entreprise dont la valorisation évolue très peu dans le temps. En termes de valorisation justement, a priori c'est une entreprise qui serait sous-évaluée. Son prix actuel est de 25 dollars et ça vaudrait 34 dollars. Donc selon l'outil de valorisation utilisé par le Value Investing Trainer. Et selon la méthode d'évaluation du DCF, du Discounting Cash Flow, on est sur des valeurs similaires avec une valorisation estimée à 40 dollars, alors que en réel, elle est à 25 dollars.
Donc globalement, c'est une entreprise qui est sous-valorisée en bourse par rapport à sa valeur intrinsèque. Si on regarde le PER, bah, il est à 10, ce qui est très très faible pour une entreprise technologique d'une manière générale. Et en plus, par rapport à son secteur d'activité, on voit que la moyenne de l'industrie est à 17 et bah, clairement l'entreprise est en dessous. En ce qui concerne les autres ratios, on voit que tout est dans le vert, ce qui montre que l'entreprise est globalement sous-évaluée. Il y a juste le Price Earning Ratio, donc le PEG, qui pour résumer en fait évalue la croissance du cours de l'entreprise, donc du cours boursier, de sa valorisation boursière, avec sa croissance réelle, sa croissance intrinsèque. Et là, il semblerait que le cours évolue plus vite que sa croissance. Petit red flag sur ce ratio-là, ce qui indiquerait, en fait, ce qui confirmerait le fait que le cours soit relativement flat sur plusieurs années. Ensuite, en ce qui concerne la croissance du chiffre d'affaires, bon, bah, sur 5 ans, on voit que finalement, il n'y a pas une croissance phénoménale. Et pire que ça, sur 10 ans, le chiffre d'affaires a une croissance de 6,5% par an et sur 5 ans de 4,8% par an. Ça veut dire que la croissance du chiffre d'affaires diminue sur les dernières années. Donc ça pour moi c'est pas bon du tout. Je passe sur les autres chiffres qui sont du même tonneau. On n'est pas sur des valeurs qui sont intéressantes. Il faudrait que ce soit, pour que l'entreprise soit réellement intéressante, il faudrait que ce soit des valeurs à deux chiffres ici et on n'y est pas. Et non seulement on n'y est pas, et en plus ça se dégrade sur les dernières années. En termes de marge, bon, bah, c'est une entreprise qui est capable de vendre ses produits relativement chers, hein, qui a une marge brute qui approche les 50%, ce qui est plutôt positif. Et marge d'exploitation et marge nette sont à deux chiffres, ce qui est plutôt bien. En ce qui concerne les retours sur investissement de manière générale, bon bah là c'est plutôt bon puisque on a des retours sur investissement qui sont intéressants, ce qui traduit que l'entreprise est très rentable et c'est transformer le capital en richesse supplémentaire. Donc ça c'est plutôt positif. Au niveau du bilan, on voit que les capitaux propres augmentent régulièrement, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire en termes de croissance. Et au niveau de la dette, on voit que par rapport aux actifs et par rapport aux capitaux propres, la dette est plutôt maîtrisée. Donc, par contre, on voit que la dette par rapport à la trésorerie, donc au free cash flow, est quand même très importante. Donc l'entreprise n'a pas suffisamment de cash pour rembourser sa dette à court terme. Ça, c'est un mauvais point aussi. Donc là, on voit l'évolution des capitaux propres. On voit que la dette long terme a diminué jusqu'à devenir quasiment inexistante. On voit l'évolution du nombre d'actions en circulation sur 5 ans. Donc on voit que l'entreprise ne dilue pas ses actionnaires et qu'elle procède à des rachats d'actions assez importants. Ça, c'est plutôt positif. Et enfin, on a un dividende de 6%, ce qui est plutôt pas mal, mais qui est en décroissance sur les 5 dernières années. Bon, ça s'explique peut-être par l'effet Covid aussi, et sur les 10 dernières années. Ouais, on voit que le dividende a été coupé lors du Covid et qu'il était bien plus haut avant le Covid. Donc on peut supposer que le dividende va reprendre un petit peu son niveau qu'il avait post-Covid. Bon, globalement, c'est pas une mauvaise entreprise, mais c'est une entreprise qui n'a pas l'air de faire de croissance, en tout cas à court terme. Là, comme ça m'intéresse pas trop. C'est pas une entreprise que je vais retenir et sur laquelle je vais investir. J'utilise d'autres outils pour comparer, mais là, comme ça, il y a rien qui me séduit. On est dans l'automobile, on est sur un marché très ciblé. Je vois pas la croissance de ça. Je suis pas sûr que ce soit un placement pertinent à court et moyen terme. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai tort, mais c'est pas une entreprise qui m'intéresse. Je vais quand même regarder son cours de bourse, comment il évolue. Donc j'aime bien regarder le graphe, ça me donne une tendance générale, et j'aime bien regarder la force relative, voir ce qui se passe. Et en fait, on voit effectivement que la tendance générale est plutôt à la baisse. Et si on revient d'une manière générale à l'analyse technique, bon, voilà, on voit que la tendance voilà, est vraiment à la baisse sur les différents indicateurs que j'utilise. Il n'y a que le RSI qui est globalement positif et même il montre même une divergence, court terme en tout cas, mais les autres indicateurs sont plutôt négatifs et ne montrent pas de reprise. Enfin là je vois rien qui soit intéressant. Sur le long terme ça donne quoi? Donc voilà, donc là on est en données mensuelles, on va supprimer ça, on n'en a pas besoin pour le moment. On va enlever quelques indicateurs qui gênent la lecture. En données mensuelles, ce qui est intéressant, c'est que le cours évolue au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes et de sa moyenne mobile 50 périodes. Donc ça, ce sont des moyennes mobiles que j'utilise beaucoup. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un titre qui évolue au-dessus de ces deux moyennes. Donc bien entendu, la moyenne 50 doit être au-dessus de la moyenne 200, et ce qui est le cas actuellement, et le cours est au-dessus de ces deux moyennes mobiles, donc ça c'est plutôt positif. Après si on regarde sur le très long terme, on a quand même une tendance à la hausse, et on a quand même les moyennes mobiles qui sont plutôt haussières. Donc
on va regarder à moyen terme en données hebdomadaires ce qui se passe. Donc là, on va faire disparaître les analyses de zone bourse. Donc là, on voit par contre que le cours est repassé sous sa moyenne mobile 50 semaines. Donc on voit que sur moyen terme, la tendance est plutôt baissière. Ce qui est plutôt positif, c'est que ça reste pour le moment au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Mais c'est pas dit que dans les prochaines semaines, pardon, moyenne mobile 200 semaines, mais c'est pas dit que dans les prochaines semaines, le titre passe en dessous, ce qui indiquerait un retournement de tendance. Elle n'est pas dans un momentum intéressant. Et enfin, si on regarde en quotidien, en journalier, bah voilà, on a la confirmation de ce qu'on voyait avant. On a la moyenne mobile qui a croisé, la moyenne mobile 50 jours qui a croisé sous la moyenne mobile 200 jours, donc qui indique un changement de tendance. Et effectivement, on a constaté ici un changement de tendance avec un titre qui évolue à la baisse, en tout cas à court terme, et qui est sur une tendance baissière. Donc ça confirme un petit peu ce que j'avais pris et ce que j'avais vu sur les données du Value Investing Screener. Donc moi en tout cas aujourd'hui c'est pas une action qui m'intéresse, donc je vais chercher un autre titre. De toute façon, son activité n'était pas quelque chose qui m'attirait. Donc, c'est quand même important de choisir des entreprises, d'investir sur des entreprises dont l'activité nous parle et qui nous plaisent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Photronic, côté au Nasdaq. Donc, qu'est-ce que ça va nous proposer? Donc, de ce que je comprends, c'est une société qui est dans un domaine très spécifique des semi-conducteurs qui équipent les dalles et les écrans. C'est une société qui est présente, qui est très internationale, qui produit et vend ses services aux États-Unis, Taïwan, en Corée, en Europe et en Chine, partie sur toute la planète. Elle est catégorisée comme une small caps. Elle a une capitalisation d'1,5 milliard de dollars. Une entreprise qui est relativement profitable, qui gagne de l'argent avec un bon bilan, qui connaît une grosse croissance. A priori, elle ne verse pas de dividendes, on verra ça tout à l'heure, avec un management qui ne doit pas être skin in the game comme on dit. Donc ça veut dire que le management n'est pas, ne sont pas les créateurs de l'entreprise, ne sont pas les fondateurs de l'entreprise, donc c'est jamais un très bon point non plus. Et apparemment, c'est une entreprise qui serait un petit peu survalorisée. Au niveau des scores, donc on est entre 6 et 9, c'est ce que j'avais demandé, donc elle est au milieu du Piotrowski. Au niveau de la qualité des informations financières fournies, elle est bien notée. Au niveau du slow ratio, elle est comme il faut, et au niveau du score général, elle est plutôt bien notée à 10 sur 13. Au niveau de l'évolution du cours, on voit que l'entreprise connaît croissance de sa valorisation boursière constante. Par contre, on voit que après un plus haut atteint en février 2024, elle a l'air de marquer une pause et de baisser, en tout cas sur le court terme. On voit quand même que le cours a fortement augmenté entre octobre 2023 et février 2024. Donc on arrive peut-être un petit peu à la guerre sur ce titre. Alors on va voir si avec l'analyse quantitative, c'est peut-être un bon coup à jouer pour entrer maintenant en espérant un rebond du cours à court et moyen terme. Donc on va voir ce que nous disent les différents ratios. La valeur juste d'entreprise se situerait aux alentours de 45 dollars, donc elle cote actuellement un petit peu moins de 25 dollars. Et les deux outils, donc que ce soit les Vogue ou le DCF, donnent à peu près, font la même conclusion que l'entreprise serait sous-évaluée, mais bon, sur des valeurs intrinsèques différentes. Au niveau du tableau de bord de valorisation, on voit qu'on a un PER qui est très bas, donc pour une entreprise technologique, c'est quand même rare. On voit que sur le secteur, notamment le secteur des semi-conducteurs, on voit que l'industrie est valorisée à 29. Là, l'entreprise est seulement valorisée à 11, ce qui veut dire que le marché n'en veut peut-être pas. Il faut comprendre pourquoi. Sur les autres indicateurs, on est plutôt au vert et il y a juste le PEG, donc le Price Earning Growth, qui est bien rouge. Alors là, ça veut dire que le cours de bourse, enfin pour résumer, parce que c'est pas seulement ça, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, mais dans les grandes lignes, ça veut dire que le cours de bourse augmente plus vite que la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc idéalement, il faut que ce ratio soit inférieur à 1, qui n'est pas le cas aujourd'hui, et très clairement, on a une croissance du cours de bourse qui va plus vite que la valeur de l'entreprise. Au niveau de la croissance justement de l'entreprise, donc sur 10 ans, on a un chiffre d'affaires qui augmente quasiment de 8% par an. Et sur les 5 dernières années, la croissance est accélérée puisqu'elle est de quasiment 11% par an. En ce qui concerne le résultat brut, donc sur les 5 dernières années, on a une augmentation de 20% par an, ce qui est plutôt bon. Et sur les 10 dernières années, on était à 13%. Donc pas là pareil, on a une accélération de la croissance du résultat brut. En ce qui concerne le résultat net, donc sur 5 ans, on était à quasiment 25%.
et sur 10 ans, il était à 21-22%. Donc pareil, on a une accélération du résultat net sur les 5 dernières années. Et sur la croissance du free cash flow, sur 10 ans, on avait une croissance de 17% par an, et sur 5 ans, c'est passé à 35% par an. Donc là, c'est intéressant, un double titre. Pourquoi? Parce que le free cash flow augmente plus rapidement depuis 5 ans par rapport aux 10 dernières années. Et en plus, le free cash flow est plus de 3 fois supérieur à la croissance du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est excellent. En termes de profitabilité, donc la marge brute est à 28%. Ça serait bien que ce soit au-dessus des 30%. Donc ça augmente un peu par rapport aux 10 dernières années. Ça a pris la marge brute a pris 2%, mais ça reste un petit peu bas à mon goût sur ce critère-là. Moi, j'aime bien avoir des entreprises qui ont une marge brute supérieure à 35%. Après, on cherche aussi des entreprises qui ont un potentiel de croissance, donc on pourra très bien obtenir ce chiffre à l'avenir. Au niveau de la marge d'exploitation, sur les 5 dernières années, on était à 14,6% par an. Là aussi, on a une augmentation par rapport aux 10 dernières années. On a gagné 2 points. Et par rapport à la marge nette, pareil, on est à 12%, alors qu'avant, on était à 9%. Donc c'est plutôt positif. Capex 190, alors ça c'est un red flag, j'aime bien que le Capex soit inférieur à 30%, là c'est beaucoup trop à mon goût, ce qui montre beaucoup de dépenses, pas forcément maîtrisées pour cette entreprise. D'ailleurs on a une forte augmentation sur la dernière année, donc il faut comprendre pourquoi. Enfin, au niveau des retours sur investissement et retours sur capitaux, c'est pas terrible, on est à moins de 10%, donc tous ces chiffres-là doivent être supérieurs à 10%, même très largement supérieurs à 10% sur les 5 dernières années, les 10 dernières années, et là on voit qu'on n'y est pas. Ceci étant dit, sur l'année en cours, on est quand même sur des retours sur investissement à 2 chiffres, donc ça veut dire qu'il y a quand même une progression par rapport aux années précédentes, ce qui est plutôt positif. Reste à voir si c'est conjoncturel ou si c'est vraiment structurel, et si c'est une tendance qui va s'installer sur le long terme. Donc à surveiller quand même malgré tout. On voit que c'est une entreprise qui est très peu endettée, ça c'est très positif. Et on voit qu'en plus, la dette a plutôt une tendance à diminuer, mais on voit aussi qu'on a une dégradation des résultats nets de 2022 à 2023. Donc à vérifier. Au niveau des mouvements du management, on n'a pas d'indicateur qui nous montre s'il y a eu des achats et de ventes d'initiés. Et c'est une entreprise qui emploie à peu près 1900 salariés. Par contre, la part des initiés au sein d'entreprise est inférieur à 5%, et les institutionnels représentent quasiment 90%. Donc là c'est pareil, c'est pas un indicateur très positif, puisque c'est bien d'avoir des personnes au sein de l'entreprise qui sont très investies dans l'entreprise et qui font que les intérêts du management sont alignés avec celui des actionnaires. Et enfin, on a plutôt une évolution positive du nombre d'actions en circulation, ce qui indique que les actionnaires ne sont pas dilués, même si on a une augmentation du nombre d'actions en circulation sur la dernière année, mais globalement la tendance du nombre d'actions en circulation est à la baisse. Et enfin, on voit qu'on n'a pas de dividendes reversés, mais bon, c'est une entreprise de croissance, donc c'est pas étonnant. Que nous disent les autres outils que j'utilise sur Photronic? Alors j'utilise un autre outil qui s'appelle GramInvest, qui est un outil en fait qui est complémentaire au précédent, qui donne à peu près les mêmes indicateurs mais présentés de manière différente. Donc on va forcément retrouver les mêmes chiffres. On voit que la rentabilité actuelle a nettement progressé par rapport aux dernières années. On voit comment l'activité s'est répartie entre les différents produits proposés par l'entreprise. Donc hormis la partie écran plat, c'est quand même relativement équilibré. Et enfin, on a la répartition de l'activité géographique. Donc on a un tiers qui se passe sur Taïwan, 15% aux États-Unis, un petit tiers en Chine, seulement 5% en Europe, 18% en Corée, et inférieur à 1% sur les autres pays. Bon, on a quand même même si la répartition n'est pas très équilibrée, on a quand même une présence mondiale qui est intéressante. Au niveau de la qualité demandée, on a une croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années qui est supérieure à 10%, donc on a vu que sur les 10 dernières années, cette croissance était inférieure à 10%, donc on a comme je vous disais tout à l'heure, on a une accélération de la croissance du chiffre d'affaires, ce qui est très bon. Pareil au niveau du free cash flow, non seulement on a une croissance du free cash flow, mais en plus elle est très largement supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Donc l'entreprise a une très belle capacité à générer du cash, et ça c'est intéressant. Par contre, en termes de retour sur investissement, c'est assez faiblard. À noter que le ROCE est plus adapté aux entreprises d'industrie très très lourdes, ce qui n'est pas forcément le cas pour les fabricants de semi-conducteurs. Au niveau de la dette sur free cash flow, c'est plutôt maîtrisé, et le nombre d'actions sur les
5 dernières années a diminué. Par contre, on a vu qu'il avait légèrement augmenté sur la dernière année. Et enfin, la marge sur free cash flow est inférieure à 10%. Bon, il faut voir si ça augmente, mais avec plutôt globalement une tendance haussière, même si ça a baissé en 2023. Mais on voit que globalement, au cours des dernières années, ça a quand même fortement augmenté et on a une tendance plutôt haussière. Alors en termes de valorisation, est-ce qu'on a les mêmes données? Sur 10 ans, on a une croissance de 17%, sur 5 ans de 40%, et la croissance actuelle est de 4%. Donc on va couper la poire en deux, on va demander une croissance de 20%. En termes de ratio sur free cash flow, sur 10 ans on a 32, sur 5 ans on a 6, actuellement on est à 9, on va mettre 10. Et donc le cours est à 25 $. Et en fait, pour avoir 20% pour que le cours croît de 20% par an, il faudrait acheter l'action à 63 $. Donc on est clairement sous-évalué par rapport à la valeur intrinsèque de l'entreprise et notamment par rapport à son cash disponible. Donc potentiellement, c'est une entreprise, si aujourd'hui on l'achète à 25 $, c'est une entreprise qui pourrait faire plus de 20% par an, puisqu'elle n'est même, pour faire plus de 20% par an, il faudrait l'acheter à 63 € et on n'y est pas encore. Donc on a un potentiel de gain assez important sur cette entreprise. Ça mérite peut-être de faire une étude un peu plus approfondie. On va regarder ce que disent les autres outils que j'utilise. Donc là j'utilise Simply Wall Street. Voilà, il nous confirme que l'entreprise est faiblement sous-évaluée, elle est en bonne santé financière, que son passé est plutôt positif. Par contre, au niveau du futur, on n'a pas trop d'informations visiblement. Les gains de l'entreprise sont de haute qualité. La capitalisation est plutôt faible. Bon, globalement, en termes de notation, on est plutôt, on est plutôt positif sur cette entreprise. Par contre, voilà, on n'a pas d'indication sur les ventes des insiders. Donc c'est quand même important de savoir comment sont positionnés les gens qui travaillent dans l'entreprise, qui ont forcément des actions d'entreprise, comment sont positionnés les insiders par rapport à l'achat et la vente de titres. Donc on a très peu de données là-dessus. À noter que ça c'est bien en tant qu'investisseur, le titre connaît une volatilité moindre par rapport à l'ensemble de l'industrie. Bon, il n'y a pas trop d'infos, hein, c'est une petite entreprise, apparemment il n'y a pas trop de données disponibles. On retrouve, c'est marrant, on retrouve exactement la même valorisation que j'avais estimée tout à l'heure. Donc une valorisation idéale à 63 $, là où elle est actuellement à 25 $. Un PE qui est faible par rapport à son industrie, on l'a vu tout à l'heure. Bon, par contre, là, sur la croissance future, il faudra que je regarde dans le détail, mais on n'a pas trop de données. On a très peu de données sur les analyses futures de l'entreprise. En termes de courbe, de graphique, donc en termes de tendance, j'ai atteint la limite quotidienne, donc je ne pourrais pas analyser les graphes sur Zone Bourse, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et si on va sur Investing, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc Investing nous confirme que l'entreprise est en très bonne santé, qu'elle est clairement sous-évaluée. Alors il nous indique une juste valeur de 30 $. Tout à l'heure on était quand même plus haut. Par contre, en termes d'analyse technique, on est plutôt vendeur actuellement, donc on a une baisse du cours sur le court terme a priori. Les analystes recommandent le titre à l'achat avec un potentiel haussier de 27%. Alors attention aux analystes, hein, c'est souvent des salariés de grandes banques et les grandes banques ont souvent intérêt à vous faire acheter certaines actions, donc attention avec les conclusions des analystes. Par contre, en termes d'analyse technique pure, on est plutôt à la vente, ce qui indique que actuellement le marché en tout cas n'en veut pas. On le voit d'ailleurs ici, hein, le cours est clairement baissier depuis plusieurs semaines, donc il avait atteint un plus haut en février 2024 et à 33 $, et aujourd'hui on est rendu à 25. Donc soit le titre fait une pause et il va repartir à la hausse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit le marché n'en veut plus et il est voué à baisser à court et moyen terme. Donc il faut comprendre un petit peu pourquoi le marché ne veut pas de l'action, mais toujours est-il que pour le moment c'est baissier. Ok, donc ce que je vous propose c'est de mettre l'action en favori. Je vais faire une analyse plus approfondie de cette action et on fera un point la semaine prochaine pour déterminer si cette action vaut le coup d'être achetée. En tout cas, pour une valeur technologique, dans le contexte actuel, elle est très bon marché. Après, il faut savoir si ça cache pas quelque chose, parce que peut-être qu'elle est bon marché, parce que finalement, personne n'en veut. Et si personne n'en veut, c'est forcément justifié. Donc pour conclure, je vais faire une analyse très poussée de cette entreprise, qui a en tout cas des critères quantitatifs très forts, et je vais essayer de comprendre pourquoi actuellement le cours baisse, et si effectivement c'est une bonne affaire, ou si au contraire il faut rester éloigné de ce titre.
Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce. Vous pouvez me poser des questions en commentaire. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur mon canal Telegram, donc vous trouverez le lien en description. Enfin, pour revenir au Value Investing Screener, si ce logiciel vous intéresse, vous trouverez un lien d'affiliation sous cette vidéo. Encore merci et à la semaine prochaine.